C'est branché? Oui. Prête? La princesse Diana fut longtemps l'une des personnalités les plus célèbres du monde, mais peu de gens la connaissaient dans son intimité. Tu peux rester, mais tu t'assois et tu ne fais pas de bruit. Aucun bruit. Ne touche pas la caméra, William. Elle est réglée sur moi. Et cette Diana avait des choses à raconter. J'ai été élevée avec la conviction que si l'on se fiance, c'est qu'on s'aime profondément. En 1992, elle commence à enregistrer une série de cassettes vidéo. Il m'a sauté dessus et il a commencé à m'embrasser. Je lui ai dit que ce n'était pas correct. Bas les pattes! On y découvre une Diana différente, sans ambition, franche et sincère. Nous ne nous sommes vus que 13 fois avant le mariage. Son histoire allait faire trembler les fondations même de la monarchie britannique. Je suis allée voir la reine, j'étais en larmes. Je lui ai demandé de l'aide. J'ai besoin de votre avis, dites-moi ce que je peux faire. Elle m'a répondu qu'elle n'en savait rien et que Charles était un cas désespéré. Et c'est tout. Mesdames et messieurs, Il n'existe aucun autre document la montrant dans une si grande intimité. C'est la première fois que ces cassettes sont révélées. Pour le système du pouvoir, rien n'est plus dangereux qu'une princesse qui a une histoire à raconter. Vous allez nous raconter votre histoire. oui, sans rien omettre. À vous de jouer. Si un épisode vous a particulièrement marqué, n'hésitez pas à insister dessus. On verra comment vous vous en sortez. Vous écoutez la BBC à Londres. Selon l'AFP à Paris, un ministre français aurait récemment annoncé la mort de Diana, princesse de Galles. Elle aurait été tuée lors d'un accident de voiture en plein centre de Paris. Je répète, Diana, princesse de Galles, a été tuée dans un accident de voiture. C'est l'histoire d'un prince et d'une princesse qui vivaient dans une contrée boisée et fertile. Selon la légende, c'est ici que sont nés le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde. Mais ceci est une légende médiévale. Ce que nous allons vous conter ici est beaucoup plus moderne. Les émotions du peuple. Les doutes du peuple. La détresse du peuple. Les espoirs et les rêves du peuple. C'était un conte de fées auquel tout le monde voulait croire. Je savais que quelque chose de grand m'attendait et je me contentais de l'attendre. Je ne savais pas de quoi il s'agirait, de l'endroit où cela m'arriverait et si ce serait l'année prochaine ou demain. Mais je savais déjà que je n'étais pas comme les autres. Printemps 1981. Margaret Thatcher est Premier ministre depuis 2 ans. À Londres, le quartier de Brixton est en flammes. Les émeutes se propagent à Wandsworth, Bristol, Moss Side et Toxteth. Le pays enregistre son plus haut taux de chômage depuis les années 1930.
le Royaume-Uni de 1981 est moribond. Comme le dira plus tard la princesse, le peuple avait besoin d'un conte de fées. Le carrosse royal est sans doute le plus beau véhicule du monde. Il incarne dans sa splendeur cossue toutes les traditions et l'histoire de la Grande-Bretagne et de son empire. C'est un carrosse doré comme celui de Cendrillon. Il a été conçu pour étonner, pour enchanter le peuple. Mais ce carrosse est réel. Il transporte de vrais rois et de vraies reines, dont les ancêtres régnaient déjà sur le pays il y a près de 1000 ans, à l'aube de la nation. 1948, baptême royal. Notre future reine porte son enfant au destin royal. Charles, Philippe, Arthur, Georges. 1953, sacre d'Élisabeth. Aux quatre coins du monde, les sujets de la couronne proclament l'avènement d'Élisabeth. Tout est en place. Nous avons une reine, Élisabeth, et un prince, Charles. Parmi les garçons d'honneur se trouve Andrew Parker Bowles. Lui aussi aura un grand rôle à jouer. Il ne manque que la princesse, qui naîtra 8 ans plus tard, en 1961. J'étais une rebelle. Je faisais les 400 coups. Je ne me comportais pas comme on l'attendait de moi. L'école ne m'intéressait pas du tout. Je voulais juste m'amuser avec mes amis et m'occuper des gens, vous comprenez? J'ai reçu le prix de l'élève la plus gentille de l'école. Ça ne fait pas très rebelle. C'est vrai, c'était un aspect caché mais profondément ancré. La rebelle était cachée, mais... Elle ne sortait jamais. Les adultes ne la voyaient pas. Ils ne la voyaient jamais. 1969, Diana a 8 ans. Le prince Charles, lui, en a presque 21. Et il est sur le point d'être ordonné prince de Galles au château de Carnarvon. Moi, Charles, prince de Galles, deviens votre seigneur et sujet de vénération terrestre. La première reine Élisabeth a dit un jour qu'une couronne était plus agréable à regarder qu'à porter. Elle savait que pour être roi ou reine, il fallait payer le prix fort. C'est un rôle très exigeant d'être prince de Galles. Mais être roi est encore plus difficile. Qui sait ce que le futur nous réserve? Qui sait ce que les circonstances vont provoquer? La question attendue est avec quel genre de dame un prince de Galles devrait-il se marier? Oui, bien sûr. C'est un choix difficile, car je vous rappelle que, dans ma position, celle que j'épouserai pourrait un jour devenir reine. Il s'agit donc de la choisir avec soin. Il faudra que ce soit quelqu'un de très spécial. Pour quelqu'un n'étant pas rompu aux exigences royales, ce statut pourrait être la source de terribles angoisses. Kensington Gardens, derrière le palais du même nom. Un ancien admirateur va nous aider à rassembler les pièces du puzzle. Son nom, James Colshurst. Ancien d'Eton, ce docteur issu de la petite noblesse est un vieil ami de Diana. Il l'a connu bien avant le début de l'aventure royale. Elle devait avoir à peu près 17 ans.
Oui, elle était très jeune. C'était un véritable rayon de soleil. Elle avait un humour ravageur. Elle vivait dans un appartement sur Old Brompton Road. J'habitais à Earl's sur Old Brompton Road. J'adorais ce quartier. J'étais très heureuse là-bas. Elle vivait avec d'autres filles et elle s'était autoproclamée chef de la bande. J'y habitais avec 3 autres filles. C'était les meilleurs moments de notre vie. Quand le destin frappe à la porte de Diana, James est aux premières loges. Diana m'avait invité à dîner. Et quand je suis arrivé, elle avait l'air très nerveuse. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester. J'ai alors entendu le ronronnement d'une voiture puissante dans la rue. Ses colocataires m'ont ensuite révélé que c'était le prince Charles qui venait la chercher. À partir de là, je pense que les dés étaient jetés. Allez-vous bientôt annoncer votre mariage dans un futur proche? Vous pouvez nous le dire? Est-ce une possibilité? Je ne préfère pas répondre. Le prince Charles a déjà vendu un peu la mèche. Il nous a révélé que nous n'aurions pas à attendre très longtemps. Attention! Quand les choses sont devenues sérieuses, je devais avoir 18 ans et demi. Des amis m'avaient invité à passer quelques jours chez eux dans le Sussex. Ils m'avaient dit que le prince de Galles serait là parce qu'il jouait au polo dans la région. Il venait de quitter sa copine. Mountbatten venait d'être assassiné. J'étais contente de le voir, mais pas impressionnée. Enfin bref, il est arrivé et tout d'un coup, j'étais impressionnée. J'étais assez différente des autres filles et il m'a draguée de manière assez lourde. Il ne me lâchait pas, j'étais un peu décontenancée. Nous étions sur une botte de paille autour d'un barbecue. Nous avons parlé de Mountbatten, de sa petite amie, et je lui ai dit « Tu dois te sentir bien seule. C'était si triste de te voir à la cathédrale Saint-Paul derrière le cercueil de Lord Mountbatten. Vraiment épouvantable. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. » Oh, je n'aurais pas dû dire ça. Il m'a sauté dessus et il a commencé à m'embrasser. Je lui ai dit que ce n'était pas correct, bas les pattes. Ensuite, il est resté avec moi tout le reste de la soirée. Il m'a littéralement suivi partout comme un petit chien. Et j'étais flattée, mais aussi un peu perplexe. Le lendemain, il m'a dit « Oh, il faut absolument que tu viennes à Buckingham Palace avec moi. J'ai du travail, mais tu pourras m'attendre un peu. » Je lui ai répondu « Mais non, certainement pas, je n'ai pas envie de rester plantée là. » Apparemment, cette réponse a déclenché une réaction très forte chez lui. J'avais osé lui répondre, et c'est ainsi que tout a commencé. Il a donc commencé à vous faire la cour. Oui, une cour assidue. À quelle fréquence? Il n'était pas très constant, en vérité. Il m'appelait parfois tous les jours pendant 1 semaine, puis il ne me contactait plus pendant 3 semaines. Très étrange. Mais je l'acceptais. Je me disais qu'il savait où me trouver s'il voulait me voir, et ses coups de fil étaient toujours tellement excitants. À chaque fois, mes colocataires devenaient hystériques. Mais c'était somme toute assez étrange. Je pense qu'elle avait un rêve et qu'elle espérait qu'il se réalise. Un homme très important, plus âgé que moi, avait un faible pour moi et voulait m'avoir dans sa vie. Je pense qu'elle avait une idée précise de ce qu'elle attendait de leur union. Et que d'autres éléments étaient beaucoup plus difficiles à prévoir, même si elle avait été un peu plus mûre. Je n'avais que 19 ans. Et j'étais très intimidée. Mais je sentais que j'avais le soutien de mon futur mari. Je voulais tout partager avec lui. Le château de Balmoral, dans le nord de l'Écosse, est alors le lieu de villégiature privilégié de la famille royale. Diana y est maintenant invitée. C'est comme si j'étais aspirée. Des gens vous poussent et d'autres vous tirent, mais tous dans la même direction. Mais plus Diana se rapproche du cercle royal, plus elle ressent la présence d'une autre femme.
Camilla Parker Bowles. Camilla assiste aux courses. Elle assiste aux matchs de polo. Elle est parfois même invitée à Balmoral. Pendant que Charles fait la cour à Diana, Camilla, elle, observe. L'orchestre de la garde joue pour le couple princier tandis que la foule se presse le long des barrières de Buckingham Palace. Chacun souhaite apercevoir les fiancés. Bien! Quelle journée magnifique pour vous! Oui, une journée formidable. Nous sommes tous très contents. J'ai vu Diana hier soir. Elle était absolument radieuse. Radieuse et heureuse. Je ne l'ai jamais vue aussi belle. Nous sommes ravis, très heureux. Et amoureux, je présume. Bien sûr. Je ne sais pas trop ce que cela veut dire. Oui, Interprétez cela comme vous le voudrez. Des amoureux, ce sont deux personnes heureuses. comme Oui. vous le Eh voyez. bien, toutes nos félicitations. Merci Merci beaucoup. beaucoup, c'est très aimable. Le plus extraordinaire, ce fut l'interview atroce que nous avons donnée le jour de nos fiançailles. Le journaliste nous a posé cette question ridicule. Êtes-vous amoureux? Quel idiot, vraiment. J'ai répondu oui, bien sûr, comme la petite aristocrate BCBG que j'étais. Et là, Charles m'a regardé et il a répondu je ne sais pas trop ce que cela veut dire. J'étais complètement déboussolée. Quelle drôle de question. Non, de réponse. Mon Dieu, j'étais absolument traumatisée. Le commandant de la garde, le lieutenant-colonel Andrew Parker Bowles, commence son inspection. Andrew Parker Bowles est bien sûr un vieil ami du prince Charles, avec lequel il a souvent joué au polo. Il possède avec sa femme Camilla une propriété dans le Gloucestershire, où le prince leur rend régulièrement visite. Il paraît même que c'est là-bas qu'il a demandé Diana en mariage. Ce jour-là, Barbara Daly, maquilleuse, arrive à Clarence House à 7 heures du matin pour préparer Diana. Je l'ai tout de suite adorée. Elle regardait la télévision. C'était assez étrange, car on voyait la foule sur un tout petit écran de télévision sous la fenêtre. Et par la fenêtre, on voyait la même foule, immense. Je me rappelle qu'elle m'a dit « En voilà du remue-ménage pour un simple mariage ». Nous ne nous sommes vus que 13 fois avant le mariage. Nous sommes descendus vers le carrosse. Elle m'a serré doucement la main et elle a murmuré une petite chanson, celle de la publicité pour ces fameux cônes glacés. Vous vous rappelez de cette publicité? Il y avait un grand carrosse clinquant comme celui de la famille royale. Et hop, elle est partie. Une fille charmante, un beau prince, du soleil, une foule en liesse. C'était un vrai conte de fées. C'était magique.
Je voulais y arriver à tout prix. J'aimais passionnément mon mari. Je voulais tout partager avec lui. Charles, Philippe, Arthur, Georges, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Promettez-vous de l'aimer fidèlement, dans la joie comme dans les épreuves, de l'honorer et de demeurer à ses côtés pour toujours? Oui, je le veux. Diana, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Oui, je le veux. C'est ainsi que commencent les contes de fées. Le prince et la princesse se marient en ce jour. Ce mariage leur appartient, mais il revêt aussi une importance publique. Une importance toute particulière, car nous plaçons en cette union tant d'espoir. Nous souhaitons par elle montrer que nous façonnons le monde et non que nous en sommes les victimes. L'escorte est sous le commandement du lieutenant Andrew Parker Bowles. Charles et Diana ont d'ailleurs rendu visite au lieutenant Bowles et à sa femme Camilla par 2 fois l'année dernière dans leur propriété du Wiltshire. Nous assistons à une balade entre amis sur la célèbre avenue The Mall. La lune de miel est terminée. Diana n'est plus une étrangère. Elle fait dorénavant partie intégrante de la famille royale. En un an, ma vie a été complètement transformée, bouleversée. C'était aliénant. Si je n'apprenais pas vite à nager dans le grand bain, j'allais me noyer. Il y avait urgence. J'étais sous le feu des projecteurs. À chaque faux pas, et ils étaient inévitables tant j'étais jeune et inexpérimentée, on me lapidait en place publique.
J'ai beaucoup pleuré à cette époque. Nous sommes à l'automne 1981, quelques mois après le mariage. Diana a 20 ans. Elle se rend régulièrement au Conservatoire national de danse pour prendre des leçons auprès d'Anne Allan. Très bien. Et on lâche. Très bien, les filles. Oui, magnifique. Allez, on part sur autre chose. Les pieds parallèles. Prête? 1, je penche. 2, j'étire. Allez, avant de commencer, on respire un grand coup. J'étais sa professeure particulière de danse. C'est ça, très bien. Quand elle est venue pour la première fois, j'ai tout de suite senti qu'elle était timide. Mais avec le temps, au fur et à mesure des leçons, j'ai pu constater à quel point la danse était importante pour elle. Elle adorait la danse. Danser lui apportait une joie pure, puissante. Elle aimait la liberté corporelle qu'elle lui procurait. C'était une passionnée, oui, une vraie passionnée. On voyait bien que danser l'aidait à soulager la douleur qui était en elle. Parce qu'elle a vécu des moments difficiles émotionnellement. Je pense que j'ai été la première personne de cette famille à faire une dépression. Ou encore à pleurer en public. J'ai été élevée avec la conviction que si l'on se fiance, c'est qu'on s'aime profondément. Elle aimait Charles. Oui. Mais Charles aimait une autre femme. C'est très dur pour une femme de se rendre compte que la personne que l'on aime ne vous aime peut-être pas en retour. Je pense que c'est ce qui la rendait si triste. Elle était dévastée. Elle se sentait inutile. Il est 18h, vous écoutez la BBC. Les îles Malouines, une colonie britannique de l'Atlantique Sud, ont été envahies. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le gouvernement argentin. Pour la première fois depuis très longtemps, un territoire souverain de la couronne a été envahi par une puissance étrangère. Nos forces armées partiront au plus vite dès leur préparation achevée. Je ne comprenais pas l'intérêt que l'on me portait. Je me voyais comme une simple adolescente un peu boulotte. Mon mari et moi devions sauver les apparences. Mais dès que nous nous retrouvions seul à seul, l'angoisse était palpable. Souvent, je fondais en larmes dans la voiture. Une foule immense nous attendait. Charles me demandait ce que j'avais et je répondais « Je ne peux pas sortir de la voiture. » « Mais pourquoi ? C'est une phobie, je ne veux pas sortir de la voiture, je ne me sens pas en sécurité. » Mais je finissais tout de même par sortir. Buckingham Palace vient d'annoncer que la princesse de Galles attend un enfant. La princesse est dans un état de santé excellent. La reine et tous les membres de la famille royale sont ravis. Je ne peux pas encore vous dire combien d'avions vont rejoindre la flotte, mais je compte actuellement ceux qui partent.
Le bébé sera second dans l'ordre de succession au trône. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle souhaitait s'impliquer à 100% dans son mariage. Elle voulait que tout le monde soit fier, et tout particulièrement Charles. C'était d'autant plus important que son enfant allait un jour devenir roi. Nous, le peuple britannique, sommes fiers de ce que nous avons accompli. Fiers d'avoir écrit ces pages héroïques de l'histoire de notre île. Fiers d'être britanniques. J'avais l'impression que tout le pays accouchait avec moi. Tout le monde était aux anges. La grossesse avait été assez difficile. Nous avions traversé des moments compliqués. L'arrivée de William a été un grand soulagement. La paix est revenue et moi j'allais mieux. Pour le moment. Il faut comprendre à quel point ça a été dur pour elle. Vers 1982-83. Lorsqu'elle a appris que Charles fréquentait Camilla. Et je me rappelle avoir été horrifiée par cette révélation. Oui, vraiment choquée. Elle était évidemment très inquiète sur la nature de ses visites. Je sais qu'à un moment, elle a demandé à Camilla de ne plus fréquenter son mari. J'ai trouvé que c'était plutôt courageux de sa part, car je sais combien ça a dû lui coûter. Mais ensuite, que faire? Que pouvait-elle faire? Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était essayer de sauver son couple et espérer que les choses changent. Mais hélas, rien n'a changé. Je pense que sa relation avec Camilla l'a toujours beaucoup inquiété. Elle savait qu'il se passait des choses. Tout le personnel royal le savait. Tout le monde le savait, en fait. Tout le monde savait où il allait, et Diana ne savait plus en qui avoir confiance. J'ai remarqué qu'elle avait perdu du poids. Et c'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle était boulimique, à cause de la pression, du stress. On pouvait la voir décliner physiquement. Pour tous ceux qui la connaissaient, il était clair que sa boulimie était une réaction aux épreuves qu'elle traversait. Tout le monde dans la famille savait que je souffrais de boulimie, et tout le monde mettait l'échec de notre mariage sur le dos de la boulimie. Il a fallu du temps pour qu'ils changent leur façon de penser. Je me suis sentie rejetée. Je ne me sentais pas assez bien pour cette famille, et j'en ai tiré les conséquences. J'aurais pu me noyer dans l'alcool ou bien devenir anorexique. J'ai été plus discrète, même si ça s'est vu. Tout compte fait, j'ai choisi de me faire du mal plutôt que de faire du mal à mon entourage. Je me sentais obligée d'assumer mes engagements, de ne pas décevoir les gens. Dans un sens, le soutien du public m'a beaucoup aidée, à un point qu'ils ne réalisaient pas. C'est grâce à eux que j'ai pu continuer. Nous faisions un tour dans la foule et tout le monde disait « Oh, c'est elle, la voilà !» Et pour un homme fier comme mon mari, c'est quelque chose qui ne devait pas être facile à entendre tous les jours. Vous avez les larmes aux yeux, pourquoi? J'attends de la voir depuis si longtemps. Elle est
tellement belle. L'attention des médias a également fait naître des jalousies. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il aurait été plus simple d'avoir 2 femmes. Pour saluer les gens des 2 côtés de la rue, tandis qu'au milieu, j'aurais pu superviser les opérations. En public, nous formions une très bonne équipe, malgré nos soucis privés. Je souffrais toujours de boulimie, et j'avais le sentiment de ne servir à rien, d'avoir tout raté. Quand son mari aime quelqu'un d'autre, on le sait. On le sent. Quand j'avais 24 ou 25 ans, je suis tombée très amoureuse d'un homme qui travaillait auprès de nous. Notre relation a été percée à jour et il a été mis au placard. Il est mort très peu de temps après. Ce fut l'un des pires moments de ma vie. J'ai encore beaucoup de mal à en parler. 1985. Diana est maintenant la mère de 2 petits princes et son garde du corps personnel s'appelle Barry Manaki. À l'époque, j'ai sérieusement réfléchi à tout abandonner. Oui, toute cette vie, cela aurait été quelque chose. Tout laisser de côté et partir vivre avec lui. Vous imaginez? C'est incompréhensible. Il me répétait tout le temps que ce serait une bonne idée. Mon Dieu. Ouais. Vous aviez besoin d'affection. J'avais simplement besoin que quelqu'un me dise que je valais quelque chose. Il me secouait mentalement. Il me poussait à assumer mes engagements. Sinon, je serais restée dans ma chambre à hurler. Charles soupçonnait quelque chose, mais il n'a jamais eu la moindre preuve. Mais je n'aurais pas dû jouer avec le feu, car je me suis bel et bien brûlée. Quand vous dites jouer avec le feu, que voulez-vous dire? Y avait-il quelque chose de sexuel? Non. Mais vous étiez plus intime Oui. avec lui qu'avec... Oui. Et pensez-vous que... Quel âge avait-il? 40 ans. Était-ce une sorte de flirt oedipien? Oui, je pense que l'on peut dire ça. C'est sûr. Avec lui, je me comportais comme une petite fille. Toujours à la recherche d'attention comme une gamine. Puis la situation s'est compliquée. Les gens d'ici sont devenus jaloux, méchants, et il a finalement dû être muté. 3 semaines plus tard, il s'est tué dans un accident de moto. Je n'avais jamais été aussi heureuse qu'avec lui. J'étais dévastée. Dans ce couple, personne n'est heureux. Un an plus tard, dans une lettre adressée à un ami, Charles écrit « J'ai l'impression d'être en cage et de faire les 100 pas, attendant qu'on me libère. L'incompatibilité est un mal terrible, affreusement destructeur pour tous les acteurs de ce drame. Notre histoire a vraiment tout d'une tragédie grecque. » Des amis, du côté de mon mari, disaient que j'étais instable, malade, et que je devrais me mettre au vert quelque part, en attendant d'aller mieux.
Le meilleur moyen de détruire quelqu'un, c'est de l'isoler. Un mal mystérieux s'est étendu à plus de 50 troupeaux dans 14 comtés. On l'appelle ESB, ou maladie de la vache folle. Les scientifiques, très inquiets, ne sont pas encore parvenus à en déterminer les causes. Nous sommes au milieu des années 1980. Un voile sombre s'abat sur la contrée boisée et fertile. La maison de Windsor est en proie à la division. Dans les campagnes, l'épidémie bovine gagne du terrain et un mal encore plus sinistre ronge les villes. Avant de travailler pour la famille royale, j'en avais une opinion très favorable. Comme la plupart des gens de mon âge, j'étais monarchiste. Je la voyais comme une institution solide, bonne pour le pays. Et soudain, j'en ai découvert la face cachée. Quand on comprend le fonctionnement de cette famille, le prestige de ses membres s'en retrouve très vite écorné. En 1986, Ken Worth rejoint l'équipe du prince de Galles. Il succède à Barry Manaki en tant que garde du corps personnel de la princesse Diana. Diana m'a demandé ce que je voulais boire. J'avais l'impression d'être avec une amie dans un bar de Kensington. Tout de suite, elle m'a demandé si je connaissais Camilla Parker Bowles. Je ne pouvais pas nier, car on m'avait briefé. J'ai donc répondu que oui. Et après une hésitation, elle m'a révélé que Camilla occupait son esprit chaque heure, chaque jour et chaque minute. Sur le coup, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Mais bien sûr, dans les jours, les semaines, les mois qui suivirent, tout est devenu plus clair. Elle avait mené ses propres recherches et avait découvert que tous les princes de Galles avaient eu des maîtresses. J'ai demandé à mon mari pourquoi cette femme était toujours dans les parages, et il m'a dit qu'il refusait d'être le seul prince de Galles à ne pas avoir de maîtresse. Mais nous étions au XXe siècle, presque au XXIe, et elle n'était absolument pas prête à accepter cet état de fait. Elle aurait préféré que Camilla disparaisse, purement et simplement. Sa présence la rendait très malheureuse. Mon beau-père avait dit à mon mari, « Si tu n'es pas heureux dans ton mariage, tu pourras toujours retrouver Camilla dans 5 ans. » Et c'est exactement, oui, c'est exactement ce qu'il a fait 5 ans plus tard. Je savais qu'il se passait quelque chose avant, mais la 5e année, j'en ai eu la confirmation. Je suis allée voir la reine, j'étais en larmes, je lui ai demandé de l'aide. « J'ai besoin de votre avis, dites-moi ce que je peux faire. » Elle m'a dit que Charles était un cas désespéré. Et c'est tout. Des gens la traitaient de folle. 20 ans plus tard, certains continuent de dire qu'elle était folle. Mais la vérité, c'est que c'était simplement une femme qui essayait d'accepter la relation extra-conjugale de son mari. Une femme qui souffrait, tout simplement. Tout simplement. Pour la première fois, des docteurs venus de tout le pays se sont réunis pour aborder le sujet du sida, un virus qui a déjà coûté la vie à plus de 600 personnes aux États-Unis. La secrétaire d'État à la Santé, Edwina Curry, a déclaré que ceux qui se comportaient en bons chrétiens n'auraient pas à craindre cette maladie. Elle a également recommandé aux hommes de partir en voyage d'affaires. Je me suis découvert de plus en plus d'affinités avec ceux que la société avait rejetés.
Je me sentais proche d'eux. J'ai la plus haute estime pour l'honnêteté des gens que j'ai rencontrés. Lorsque j'allais les voir à l'hôpital et que je leur donnais la main, en voyant à quel point cela les rassurait, je me suis mise à le faire le plus souvent possible. Elle aimait juste s'asseoir sur le lit, en toute simplicité. Les gens qu'elle rencontrait étaient souvent en phase terminale. Patrick Jephson était le secrétaire particulier de Diana. De Cambridge à la Royal Navy, sa famille sert la couronne depuis des siècles. Pour la maison de Windsor, ce monarchiste convaincu est une recrue idéale. Le simple fait de savoir qu'on avait besoin d'elle suffisait à l'épanouir. Elle voulait apporter quelque chose aux gens. Je pense que souvent, elle se sentait exclue de la famille royale. Que ce soit justifié ou non. Elle aurait souhaité avoir la vie de famille heureuse dont elle avait toujours rêvé. Quand ils sont sur le point de mourir, les gens sont plus ouverts, plus vulnérables, plus authentiques. J'appréciais cela. J'aimais vraiment être à leur côté. Après avoir passé la journée dans un hôpital, nous la ramenions au palais, où personne ne l'attendait pour lui souhaiter la bienvenue, ou simplement lui demander comment s'était passée sa journée, ou la féliciter. Elle était préoccupée par son travail. Elle a donc attaché de plus en plus d'importance à ses visites. Nous voici à l'été 1986. Alors qu'un mariage de conte de fées s'écroule, l'Angleterre s'apprête à en célébrer un autre. Tous les ingrédients sont réunis. Un jeune prince, un carrosse, une mariée et une belle robe. Et les voix rassurantes et familières de la BBC. C'est une journée magnifique ici à Londres. Cette cérémonie est à couper le souffle. Quelle beauté! Une nouvelle fois, le grand spectacle royal se donne aux yeux du peuple. Mais dans l'assistance, peu mesurent l'importance réelle de l'événement. Le capitaine James Hewitt vient de me rejoindre. Capitaine, vous êtes le bras droit du responsable de ce défilé. Et votre présence témoigne de la grande confiance que vous avez dans l'organisation de cet événement. Tout se passe à merveille, n'est-ce pas? Eh bien, je l'espère en effet. Lorsque j'ai quitté les lieux, la cérémonie semblait se dérouler au mieux. La même foule, le même salut au balcon, la même embrassade. Difficile d'imaginer que le mariage de Sarah Ferguson et du prince Andrew ne relevait pas d'un calcul de la maison de Windsor. Personne ne sait alors ce que nous savons aujourd'hui. Charles est avec Camilla et Diana était prise d'un capitaine de la garde. Pour la maison royale, ce n'est pas la direction que doivent prendre les carrosses dorés. Travailler pour le prince et la princesse à la fin des années 80, c'était faire partie d'une organisation dont la priorité numéro 1 était de garder le secret d'un mariage caduc. Charles et vous n'aviez quasiment pas de relations sexuelles? À peu près une fois toutes les 3 semaines, puis beaucoup moins après 1985 ou 86.
Notre priorité numéro 1 était de préserver un mensonge. Elle lui disait, mais pourquoi pars-tu? Pourquoi ne veux-tu pas rester un peu avec nous? Il était clair que quelque chose clochait. Elle aimait vraiment son mari. Et je pense que malgré Camilla, elle était prête à jouer ce double jeu pour passer du temps avec lui. Le problème, c'est qu'en maintenant cette façade respectable, nous nous sommes éloignés des principes moraux de la monarchie. En étouffant l'affaire, nous avons en fait terni à long terme l'image de la couronne. Nous étions à l'anniversaire de la sœur de Camilla. Diana m'a appelé et m'a dit « Ken, je ne trouve pas mon mari et je ne vois pas Camilla non plus. » Je me rappelle que nous sommes allés au petit salon. Charles et Camilla étaient assis sur un canapé et ils discutaient. Et là, je ne sais pas comment Diana a fait, mais elle s'est avancée vers eux avec aplomb et s'est adressée calmement à Camilla. Le prince en est resté bouche bée. Même si en y réfléchissant, il devait s'attendre à ce qu'elle les trouve ici. Elle leur a dit « Je comprends ce qu'il se passe. Oui, je vois très bien ce que vous faites. Pas la peine de me prendre pour une idiote. » Camilla a répondu quelque chose de vraiment étonnant. Elle a dit « Ne te plains pas, Diana. Tu as 2 adorables petits garçons. » Interprétez cela comme vous le voudrez. Moi, je n'ai toujours pas compris. Et cette journée a marqué un tournant pour Diana. Elle a compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de réconciliation. Cette situation avait duré 8 ou 9 ans. Et ce jour-là, elle a compris que la liaison allait durer et que son couple ne s'en relèverait jamais. C'était le début de la fin. J'ai dû tracer ma propre route. Diana trace donc sa propre route. Elle n'est plus l'adolescente des beaux quartiers. La nouvelle Diana est une princesse populaire. Indépendante, moderne, séductrice. Et ça ne plaît pas à tout le monde. L'entourage proche du prince Charles éprouvait une très grande jalousie envers Diana. Il ne voulait surtout pas qu'il se retrouve dans son ombre. Alors il tentait de la décrédibiliser. Elle sentait qu'on essayait de la mettre sur la touche. Et surtout, qu'on voulait lui retirer la garde de ses enfants. C'est ce qui l'inquiétait le plus, être séparé de ses enfants. Cela l'angoissait plus que tout au monde. Une véritable campagne de dénigrement s'organisait contre elle. Leur but, c'était de la faire oublier du public et ensuite de lui prendre les garçons. C'est elle qui vous l'a dit? Oui, bien sûr. Novembre 1992. Le château de Windsor est en flammes. Certains y voient une sorte de châtiment divin. Le fief de la dynastie des Windsor, symbole le plus puissant de la monarchie, est réduit en cendres.
1992 marque le 40e anniversaire du règne d'Élisabeth II. C'est une année terrible. Et dans le discours que la reine donne au Guildhall de Londres, on perçoit une mélancolie qu'on ne lui connaissait pas. Je ne garderai pas un souvenir très heureux de cette année 1992. Pour reprendre les mots que m'a écrits un ami compatissant, ce fut une annus horribilis. Plus encore depuis le tragique incendie de vendredi dernier à Windsor. Ces photos n'étaient pas censées être révélées. Et quand on voit les pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 30, 20 et 21, on comprend mieux pourquoi. Comme la reine Victoria, j'ai toujours été convaincue par cet adage. Il faut de la mesure en toutes choses. Sur ces images, on les voit clairement s'embrasser. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Au-delà des rumeurs et des démentis, je vais vous dire ce que je sais. Dans ce livre qui doit sortir demain, on apprend qu'elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide. Il est clair pour tout le monde que la maison de Windsor traverse une crise. Je me demande parfois comment les générations futures jugeront les événements de cette année tumultueuse. Il existe une instabilité chronique au sein de la famille royale. En voyant les regards qu'ils se lancent, on imagine leur mariage sombré. Chacun s'occupe de ses affaires. Ils n'ont plus aucun contact physique, affectif ou émotionnel. Combien de temps cette tragédie peut-elle encore durer? S'interroge ce matin le Daily Mirror. Les cas de vaches folles continuent d'augmenter. La seule chose à faire, c'est simplement d'envoyer immédiatement la bête à l'abattoir. Décembre 1992. 2 semaines après le discours de la reine, la séparation de Diana et du prince Charles est officiellement annoncée. La France va-t-elle redonner le sourire à Lady Diana? La princesse qui a débarqué tout à l'heure à Paris était radieuse, rayonnante. Derrière le sourire obligé, destiné aux paparazzi, se cache une nouvelle princesse. Diana, la princesse trahie par l'institution monarchique outre-Manche, déterminée à donner un sens à son existence de princesse. Je me rappelle avoir ressenti à l'époque du soulagement, car nous n'avions plus besoin de faire semblant, plus besoin de perpétuer ce mensonge. Mais en même temps, nous sentions une présence lourde, silencieuse, menaçante. On nous faisait comprendre, en tout cas, c'est ce que je comprenais, que la princesse n'était plus en odeur de sainteté. Après notre séparation, tout a changé. La vie est devenue très difficile pour moi. Les emplois du temps des gens que je devais rencontrer étaient soudain modifiés. J'étais devenue un problème, un boulet. Tout le monde se demandait comment se comporter en ma présence. Il fallait dorénavant, pour montrer son patriotisme, être du côté du prince de Galles. Si l'on était un monarchiste loyal, il était de rigueur de le supporter. Eh bien, désolé, mais en tant que monarchiste, ma loyauté va aux principes fondateurs de la couronne britannique.
Et les vertus royales, je les voyais en elle, bien plus qu'en lui. Ceux qui ont tenté de le marginaliser, ou plus récemment de l'effacer des tablettes, ont fait beaucoup de mal à notre monarchie. Tout ce qui leur importait, c'est que le chemin de leur poulain vers le trône ne soit pas terni par un déficit de popularité vis-à-vis de son ex-femme. Dans l'histoire, toutes les femmes importantes ont dû subir les mêmes épreuves. C'est leur force qui fait peur. Pourquoi est-elle si forte? D'où lui vient cette force? Comment l'obtient-elle? Comment va-t-elle l'utiliser? Je me battrai jusqu'au bout. « 1993. Les lignes de bataille sont claires. Un camp soutient Charles, l'autre soutient Diana. Derrière Charles, on retrouve tous les dépositaires du pouvoir de la cour royale. Derrière Diana, la majeure partie de l'opinion publique. Pour renforcer cet avantage, elle s'adjoint les services d'un professeur d'élocution. Viens. Tu peux rester, mais tu t'assois et tu ne fais pas de bruit. Oui. Aucun bruit. Ne touche pas la caméra, William. Elle est réglée sur moi. Très bien. Faisons un petit essai, d'accord? Votre Altesse, vous vous concentrez en ce moment principalement sur vos œuvres de charité. Pourriez-vous nous expliquer à quel point ces œuvres sont importantes pour vous? En fait, je n'ai rien d'autre à faire. Désolée. D'accord. On revient en haut de la page. Voilà, on part là-dessus. Elle fut abandonnée par sa famille, pour qui elle était devenue une gêne, une honte. Chaque personne naît avec des qualités et un potentiel propre. Un peu plus vite maintenant. Allons-y, juste un peu. Je veux entendre un peu de colère. Je ne peux pas parler comme ça si je suis en colère. Bien sûr que si. Les mots ne sortent pas aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Bon, quand pourra-t-on se voir, quand vous serez en forme? Le matin. Mesdames et messieurs. Plus énergique. Très bien. Attendez, ça c'était très bien. Vous vous êtes approprié le texte. On sentait que ça venait de vous. C'est ça, votre force. C'est ce que l'on cherche à faire. Je n'essaie pas de vous formater. J'essaie juste de faire sortir cette voix que vous avez en vous. Cette femme de 30 ans. 31. Cette femme de 31 ans. Qui a quelque chose d'important à dire. Cette voix, c'est celle que les gens ont envie d'entendre. C'est une voix qui leur parle. Qui leur raconte des choses. Et la qualité que vous avez, et que eux n'ont pas, c'est que ça vient des tripes. Vous êtes proche du peuple. C'est ce qui leur fait peur. Il ne faut pas perdre ça. Diana n'a aucunement l'intention de perdre cette arme secrète qui fait si peur au camp de son ex-mari. Le peuple britannique a besoin qu'un personnage public lui donne de l'affection. Je peux donner de l'amour. Pendant une demi-heure, une journée, un mois, je sais donner. C'est ce que je sais faire de mieux. J'en garde un souvenir très vif. Elle était absolument magnifique. Je me rappelle qu'elle portait un superbe ensemble orange. Quelle belle dame. Je me souviens avoir ressenti une telle force, comme si je pouvais tout accomplir. Cette journée a changé ma vie. C'est ici qu'on l'a attendue, c'est ça? Elle est arrivée par l'hôtel. Tu l'as rejoint dans la salle de derrière.
Et elle est arrivée par là, au moment où on l'attendait le moins. Elle était très chaleureuse. On pouvait discuter avec elle comme avec une véritable amie. Elle nous a comparé, ma sœur et moi, à William et à Harry, ce qui était assez incroyable. C'était comme si on la connaissait depuis toujours. La presse n'est pas autorisée à entrer dans la salle où Gemma rencontre Diana. Il n'existe qu'une seule photographie de ce moment. On y voit une petite fille de Liverpool paralysée à 11 ans et une princesse qui va devenir la femme la plus célèbre du monde. C'était la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Elle débordait de gentillesse. On voyait tout de suite qu'elle était sincèrement intéressée par mon histoire. Aujourd'hui encore, repenser à cette rencontre me remonte le moral. Je pense que personne d'autre ne peut avoir un tel impact sur quelqu'un en un si court laps de temps. Elle comprenait les gens, les batailles qu'ils menaient. Elle-même a dû beaucoup se battre dans la vie. Et je pense que ça l'aidait à comprendre les gens qui, comme moi, mènent un combat quotidien. Le système avec lequel je suis liée me voit comme une menace, car j'écoute toujours mon cœur. Et pas toujours la raison. Je fais les choses différemment. Je ne respecte pas les règles préétablies. Pour le prince, la menace est réelle. Certains commencent à se demander si Charles a vraiment la carrure d'un roi. En 1994, dans une entrevue avec Jonathan Dimbleby, il décide de passer à l'offensive. Parlons de votre mariage. L'accusation la plus grave portée contre vous, c'est qu'en raison de votre relation avec Camilla Parker Bowles, vous ayez été infidèle depuis le début, ce qui aurait provoqué la rupture. Que répondez-vous à ces accusations persistantes? C'est une accusation persistante, en effet. Madame Parker Bowles est une amie très proche. J'ai de nombreux amis. Je suis incroyablement chanceux d'avoir tant d'amis. C'est mon amie depuis de longues années, et elle le restera encore longtemps. C'est à cela que servent les amis. Lorsque vous avez prononcé vos vœux de mariage, vous avez juré de rester fidèle et loyal à votre épouse. C'est exact. L'avez-vous été? Oui. Jusqu'à ce que notre union ne soit irrémédiablement compromise, malgré tous nos efforts. Diana regarde bien sûr cette entrevue à la télévision. Le livre qui sera publié dans la foulée fera également des ravages. Elle était victime d'une véritable campagne de dénigrement qui remettait tout en question. Ses compétences de princesse, ses aptitudes en tant que mère et même sa santé mentale. Elle aurait pu choisir de faire la sourde oreille, feindre de ne pas entendre les critiques. Cela aurait bien arrangé ceux qui voulaient la voir exclue, marginalisée. Mais elle a choisi de se battre. Dès qu'elle se sent menacée, Diana suit le même plan d'attaque. Elle sait que si le peuple apprend sa véritable histoire, il la soutiendra. En 1992, elle demande à son vieil ami James Colthurst de conserver précieusement les enregistrements de ses entrevues avec Andrew Morton, auteur du livre « Diana, sa vraie histoire ».
Elle était acculée, elle le savait. Et elle était sur le point d'exploser. Effectivement, le document était assez explicite sur l'état de leur relation. Mais on sait aujourd'hui qu'il aurait pu être bien pire encore. Elle passe de longues nuits dans le plus grand secret à travailler ses discours et son élocution avec son professeur Peter Setelen. Écoutez, vous êtes formidable. Vous êtes juste dans un mauvais jour. En 1995, Diana se sent de nouveau prise au piège. Le soir du 5 novembre, elle vient raconter son histoire dans l'émission Panorama sur la BBC. Pensez-vous qu'une campagne de dénigrement ait été lancée contre vous? Oui, absolument. Pourquoi? En tant qu'ex-femme du prince de Galles, je représente un problème, point final. Ils ne savent pas quoi faire de moi. Pourquoi ne pas simplement vous faire quitter la scène discrètement plutôt que de lancer une telle campagne? Parce que j'ai refusé de quitter la scène discrètement. Voilà le problème. Je me battrai jusqu'au bout, car je suis convaincue que j'ai un rôle à jouer. Et j'ai 2 enfants à élever. Écoutez-vous. Ce n'est pas seulement le message de Diana qui surprend les gens. C'est surtout la manière dont elle le livre qui est une véritable révélation. Elle a choisi de se battre de manière tout à fait originale. En réalité, ce n'était pas une femme extraordinairement forte. Nous devons reconnaître. Mais ceux qui la critiquaient l'avaient toujours sous-estimée. Ils avaient surtout sous-estimé sa colère. C'était une aristocrate fière, et elle n'acceptait pas qu'on la traite ainsi. Pensez-vous devenir un jour reine? Non, absolument pas. Pourquoi dites-vous ça? J'aimerais être reine dans le cœur des gens. Mais je ne me vois pas devenir reine de ce pays. C'est la fin de l'histoire du prince et de la princesse. 22 millions de téléspectateurs de la BBC y assistent en direct. Ce soir-là, Diana atteint le point de non-retour. Pensez-vous que le prince de Galles sera un jour roi? Je pense que personne n'a la réponse à cette question. Bien sûr, c'est une question qui est dans tous les esprits. Mais qui peut y répondre? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Les circonstances pourraient nous jouer des tours. Été 1997. Le prince et la princesse sont divorcés. Diana ne sera jamais reine. Le 3 juin, elle arrive à l'Albert Hall pour assister à la représentation du Lac des Cygnes par le Ballet national d'Angleterre. Elle disait souvent que si elle n'était pas devenue princesse, elle aurait aimé être danseuse. C'est la dernière fois qu'elle assiste au spectacle.
Vous écoutez la BBC à Londres. Selon l'AFP à Paris, un ministre français aurait récemment annoncé la mort de Diana, princesse de Galles. Elle aurait été tuée lors d'un accident de voiture en plein centre de Paris. Je répète, Diana, princesse de Galles, a été tuée dans un accident de voiture. Je me rappelle avoir entendu la nouvelle aux infos. C'était trop difficile à imaginer. Je n'arrivais pas à réaliser. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si j'avais été là pour la protéger, un tel drame ne se serait pas produit. Pendant les derniers mois, j'avais l'impression qu'elle ne savait pas où elle allait, comment elle y allait, et surtout, avec qui elle y allait. J'ai entendu la nouvelle de l'accident à Paris. Et bizarrement, je m'attendais à ce qu'elle m'appelle. Elle appelait parfois à la maison quand elle traversait une crise. Évidemment, pas cette fois-ci. C'était un sentiment très étrange. L'impression d'être écrasé par le destin. Après le décès tragique de Diana dans un accident de la route à Paris, que s'est-il passé? Le prince de Galles a épousé Camilla Parker Bowles. Si Diana était encore parmi nous, elle m'aurait dit « Vous voyez, Ken, j'avais raison, n'est-ce pas ?» C'était
Un immense honneur d'être invité à ces funérailles. Quand on perd une personne comme elle, on chérit encore plus le moment qu'on a passé à ses côtés. L'admiration que j'avais pour la monarchie est morte en même temps que la princesse de Galles. Et même avant, quand j'ai vu la manière dont on l'a traitée. Pour moi, l'idéal même de la monarchie est mort. Cet idéal me faisait respecter aveuglément et loyalement les membres de la famille royale. Il n'existe plus. Les émotions du peuple, ses espoirs et ses rêves. C'est la fin d'un conte de fées.